Calme-toi, avant de commencer cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi, car j'ai préparé un e-book sur les 10 véhicules les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Clique simplement sur le lien ci-dessous pour le télécharger. Ou scanner ce QR code ici, qui va t'emmener sur notre page, où tu rempliras un petit formulaire très rapide, ça ne te prendra même pas 3 minutes. Et ensuite, tu seras libre de télécharger ton cadeau. Et là, tu pourras comparer ma liste des véhicules les plus importants avec la tienne. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu vas aider la chaîne Salle de Guerre à mieux comprendre qui est notre public, qui tu es. Ainsi, on pourra toujours offrir le meilleur contenu comme tu l'aimes, alors pense à télécharger ton e-book. Maintenant, place à notre histoire. Je commence toujours ces vidéos sur la force expéditionnaire en disant que la force expéditionnaire a, oui, beaucoup de livres. Beaucoup de gens qui ont participé à la force expéditionnaire ont écrit des livres, et de nombreux auteurs postérieurs à l'époque ont aussi écrit des œuvres très importantes sur la force expéditionnaire. Mais pour la première fois, j'ai fait une lecture spécialisée sur une branche de la force expéditionnaire dont on lit peu de choses. Je viens de finir la lecture de ce livre ici. Mec, regarde le Quebra Canela. Quebra Canela, vous voyez le sous-titre qui, en fait, est juste au-dessus, n'est-ce pas? Il traite de l'ingénierie brésilienne pendant la campagne d'Italie. Autrement dit, nous parlons du 9e bataillon du génie, qui est une unité constitutive de la force expéditionnaire. Un bataillon représente environ un tiers d'un régiment d'infanterie. Mais l'a-t-il vraiment été? Peut-être pas. Oui, c'était la troupe la plus spécialisée de la force expéditionnaire brésilienne. Pourquoi? Parce que le génie, vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale, le génie américain était la troupe qui possédait le plus de technologies intégrées dans ses processus quotidiens. C'est-à-dire des détecteurs de métaux, différents types d'équipements pour l'enlèvement des mines, n'est-ce pas? Pour la construction de ponts, la construction de routes et le déblaiement des routes. Donc c'était une troupe extrêmement spécialisée dans un type de variation de combat, que l'infanterie n'avait même pas idée de comment cela se faisait. Ce livre ici est de l'auteur général Raúl da Cruz Lima Jr. Raúl da Cruz Lima Jr. était capitaine à l'époque et il commandait la 2e compagnie du 9e bataillon du génie. Ce livre ici, il en est à sa 3e édition chez Bibliex, et il contient ici les préfaces de la première et de la 2e édition. La préface de la première édition est du colonel José Machado Lopez, qui a été le commandant du 9e bataillon du génie, et le colonel Lopez. Il fait beaucoup d'éloges à cette œuvre ici, pour la manière dont Raoul a réussi à s'exprimer de façon claire, simple et fluide. Sur tout ce qui s'est passé dans le processus de création du bataillon, de l'intégration de ce bataillon à la force expéditionnaire brésilienne et aussi de l'utilisation de ce bataillon en première ligne. Toutes les gloires et aussi les obstacles, mais d'une manière très claire, d'une manière très propre. Rimard. Pour vous, cette lecture est extrêmement légère. C'est une lecture très captivante et qui va vous donner envie de terminer ce livre ici, qui fait un peu plus de 200 pages, en quelques jours. Mec, j'ai lu ça ici en un peu plus d'une semaine, c'est vraiment une lecture très agréable. Parce qu'elle ne se base pas uniquement sur les aspects techniques de l'ingénierie, vous pouvez imaginer que je l'ai déjà dit ici, il y a de nombreux aspects techniques de l'ingénierie. Mais aussi par un aspect de beaucoup plus léger de l'organisation. De la mémoire d'un vétéran de guerre racontant les événements survenus 35 ans plus tôt dans sa vie. Quebra Canela. Je veux dire un type spécialisé dans les mines antipersonnelles allemandes qui avait pour but de blesser le combattant ennemi et non de le tuer. Cette mine était connue des Allemands sous le nom de Shumina. Pourquoi? Parce qu'elle contenait suffisamment d'explosifs pour causer des dégâts jusqu'au milieu du tibia du soldat ennemi, c'est-à-dire qu'elle arrachait la jambe du soldat jusqu'à la moitié du tibia. C'est pour cela qu'on l'appelle casse-tibia. De nombreux soldats brésiliens ont été blessés par la Shumina et elle représentait un problème très particulier pour le bataillon du génie. Parce que la Shumina était en bois cher, la Shumina n'était pas en métal. Les Nord-Américains distribués ont finalement été peu utilisés en Italie. Parce que les mines que les Allemands ont commencé à utiliser dans les dernières années de la guerre étaient des mines en bois et des mines en béton, et la Shumina en particulier était en bois.
C'est-à-dire que le soldat devait avancer, il devait sonder le sol du terrain miné avec une baïonnette ou un type de lame, pointu jusqu'à ce qu'il parvienne à trouver la mine, puis il la déterre avec beaucoup de précaution et retire ses dispositifs de mise à feu. Toute l'histoire commence avec la fondation du 9e bataillon du génie, car le 9e bataillon du génie a été fondé à Akidawana, dans ce qui était alors le sud du Mato Grosso, aujourd'hui Mato Grosso do Sul. L'État n'existait pas alors, et ce bataillon a été créé sur ordre de Dutra en 1942. Un nouveau bataillon. Alors, tous les officiers ont été retirés de Rio de Janeiro et envoyés en train au Mato Grosso pour fonder cette unité au Mato Grosso. Et le capitaine Raoul, à l'époque, faisait partie de l'effectif d'origine de cette unité, l'effectif original de cette unité. Alors, il commence à raconter à la première personne tout le processus de création, les difficultés, les pénuries auxquelles l'unité était confrontée, dans ce qui était alors un endroit lointain, une province éloignée comme le Mato Grosso dans les années 40, et puis l'intégration de cette unité à la force expéditionnaire brésilienne, parce que Dutra a choisi le 9e bataillon du génie parce que c'était une unité nouvelle, mais aussi parce qu'elle ne se trouvait pas dans les régions militaires d'où seraient recrutés les soldats de l'infanterie de la foi. Le bataillon du génie est transporté à Rio de Janeiro. Et, à ce moment-là, nous avons déjà quelques aperçus du capitaine Raoul concernant l'effectif du bataillon. Une grande partie de cet effectif initial était composé de soldats à problème, car servir dans le Mato Grosso, à l'époque, était considéré comme une sorte de punition pour les indisciplinés de l'armée. Il y a eu, dans le cadre de la sélection sanitaire du bataillon du génie, un remplacement d'une grande partie de l'effectif du bataillon. Ainsi, de nombreux soldats ont été démobilisés et laissés sur leur lieu d'origine, et plusieurs autres soldats ont été recrutés pour compléter l'effectif du bataillon du génie. Et il est curieux de voir comment, une fois que ce bataillon a été intégré à la force expéditionnaire, à partir de août 1943, il a reçu les premiers manuels de génie de combat. La version moderne de l'armée américaine a permis de constater l'immense écart entre la réalité du bataillon et la mission qu'il devait accomplir en première ligne. Alors imaginez qu'à un endroit aussi isolé qu'en 1943, il n'y avait même pas de mine pour s'entraîner au déminage. Alors la solution des commandants du bataillon a été de demander toutes les boîtes de goyabada du mess du quartier général et aussi de la ville même d'Aquidawana. Tout ce qu'ils pouvaient obtenir, toutes les boîtes de goyabada afin de transformer ces boîtes en simulacres de mines. Les soldats ont vite commencé à s'entraîner au déminage de mines avec des boîtes de goyabada, mon cher, juste après le début de l'entraînement. Cependant, la troupe a reçu l'ordre de se réinstaller à Rio de Janeiro. Mais pas pour la capitale, Rio de Janeiro, mais plutôt pour la ville de Três Rios, qui se trouve à l'intérieur de l'État. C'est aussi un fait curieux et critiqué par le capitaine Raoul, car dès le début, les deux troupes ont été séparées. La troupe d'infanterie est restée cantonnée à la Villa Militar à Rio de Janeiro, tandis que la troupe du génie est restée à des centaines de kilomètres à Três Rios. Donc il n'y a pas eu de connaissances préalables, il n'y a pas eu d'échange d'expériences ou même de connaissances des personnes entre les deux troupes, ce qui a entraîné des problèmes par la suite. Sur le champ de bataille, la première vague de la force expéditionnaire brésilienne part pour l'Italie en juillet 1944. Le composant du génie qui accompagne la première vague est la première compagnie du capitaine Müller. Après l'embarquement, le bataillon du génie est transféré à la Villa Militar à Rio de Janeiro et occupe les logements. Membre du 6e régiment d'infanterie parti en Italie. À ce moment, le livre décrit des entraînements spécialisés de la force expéditionnaire brésilienne à Rio de Janeiro, dont j'ignorais l'existence. Comme par exemple des débarquements amphibies sur les plages, donc là sur les plages de la zone sud. À Rio de Janeiro, plusieurs débarquements simulés de troupes du génie ont été réalisés sur la plage. Donc la troupe a suivi ce type d'entraînement spécialisé à Rio de Janeiro. Mais en réalité, ils n'allaient vraiment entrer en contact avec la plupart des équipements modernes qu'en Italie, lorsqu'ils sont finalement transférés en Italie,
en septembre. Donc nous avons ici un passage très intéressant dans le livre qui parle du transfert de la troupe de Naples à Livourne, qui s'est fait à bord des Landing Craft Infantry. Des Landing Craft Infantry, ces navires de débarquement d'infanterie qui pouvaient transporter en moyenne 200 soldats. Ensuite, il décrit une scène que j'ai imaginée, lui longeant la Méditerranée vers Livourne une nuit. Un début de soirée où il a passé la tête dehors du bateau pour prendre un peu d'air frais. Et le capitaine Raoul observait l'horizon quand il a baissé les yeux et il a vu un de ses soldats le regarder fixement, de bas en haut. Et là, il a eu une réflexion. À ce moment-là, il a dit ceci. Tout notre comportement, toutes nos actions en tant qu'officiers de l'armée sont constamment observés par nos soldats. Donc notre comportement sera jugé par eux aujourd'hui et pour toujours. Ça peut sembler assez évident, je sais, mais lire les mots d'un officier racontant vraiment cela dans ses mémoires est assez rare. Mais une fois sur le théâtre des opérations, ils arrivent directement à Porretta-Terme, dans la vallée du Reno. Le capitaine Raoul va rapporter où la deuxième compagnie s'est installée dans la ville, et elle s'est installée juste à l'entrée de la ville. Présents en avril 2025 lors de la mission, le serpent a fumé. Nous avons pu découvrir toute la ville de Porretta-Terme, alors nous avons vu que là, à l'entrée de la ville, c'est vraiment assez loin de l'endroit où se trouvait le quartier général, au fond de la ville. La ville, en fait, elle est vraiment longue, étroite et longue parce qu'elle suit le lit de la rivière. Donc le capitaine Raoul. Il raconte les bombardements constants d'artillerie de gros calibre des Allemands qui passaient au-dessus de son poste de commandement en direction du quartier général de la force expéditionnaire brésilienne, là-bas au bout de la ville. Alors il décrit comment ils entendaient en ces sifflements ceux des obus d'artillerie en permanence. Et aussi, mec, dans ce livre à Quebra Canela, il y a la meilleure description, ou peut-être la plus terrifiante description d'un bombardement d'artillerie que j'ai jamais vu. Le capitaine Raoul, soldat brésilien, relate ici le premier bombardement visant le poste de commandement du génie de la force expéditionnaire brésilienne à l'entrée de Porretta-Terre, et comment ce bombardement a fait 2 victimes parmi les soldats de sa compagnie, c'est-à-dire 2 morts qui ont été tués avant même d'entrer en combat. Ce passage du livre est très touchant et triste. Il mérite vraiment d'être lu pour le découvrir. Mais comme je t'ai déjà dit, le génie et l'infanterie avaient été entraînés séparément, dans 2 villes différentes. Cela a fini par avoir un impact lorsqu'ils sont entrés en combat en Italie. Parce qu'on ne savait pas exactement quelle était la limite d'action du génie et à quel moment l'infanterie devait vraiment intervenir. Dans cette équation, le grand problème, selon le capitaine Raoul, c'est que l'infanterie veuille dépendre entièrement du génie pour la préparation de ses actions. Autrement dit, s'il y a un champ de mine là-bas, c'est entièrement la responsabilité du génie de nettoyer ce champ de mine. Pour que l'infanterie agisse, doit-elle avoir ses propres démineurs pour retirer ses engins ? Ce livre propose une réflexion pertinente sur ce sujet que j'ai beaucoup apprécié. Puis arrive l'hiver 44-45 où la ligne de front est totalement paralysée, le génie n'ayant alors pas grand-chose à faire. À ce moment-là, de nombreux soldats sont envoyés suivre des cours de spécialisation à l'école du génie américaine qui se trouvait dans le sud de l'Italie. Et alors, le capitaine Raoul évoque aussi une permission à Rome, passée avec d'autres officiers de sa compagnie. Il décrit aussi l'ambiance à Rome à Noël 1944. Il parle même des bals qui étaient organisés par l'armée américaine et qui restaient hantes. Ces immenses files d'attente des soi-disant signorini, des dames âgées ou des jeunes filles qui attenderont toutes là d'être choisies comme cavalières par un soldat pour pouvoir remplir leur ventre, mon cher, étant donné le manque de nourriture dans toute la région d'Italie à cette époque. Après l'hiver, les offensives reprennent et il faut reprendre Monte Castello. C'est la première phase de la préparation pour atteindre les positions de départ de la dernière offensive, prévue pour anéantir les Allemands dans le nord de l'Italie. C'est ici que vous trouverez la description de la période la plus intense d'opération du génie de la force expéditionnaire brésilienne durant la campagne d'Italie.
Parce que c'est justement après la conquête de la colline de Monte Castello que le génie doit enlever tous les champs de mines. Nettoyer tous les champs de mines qui ont été placés autour de la colline, sur les faces est, ouest et nord de la colline, afin de pouvoir ouvrir la voie pour que l'infanterie avance au-delà de la colline. Ici, nous avons un récit vivant d'un épisode marquant pour la compagnie du capitaine Raoul. C'est lorsque le sergent Luis Ribeiro Pires entre dans une maison qui avait été piégée par les Allemands, justement pour pouvoir désamorcer tous ces explosifs à l'intérieur, sauf que la maison explose tout simplement alors qu'il est à l'intérieur. Donc c'est une mort que tout le monde dans la compagnie ressent et qui fait que vous, en tant que lecteur, ressentez aussi la perte de ce sergent qui était très apprécié de tous dans la compagnie. Mais juste après cela, lors de l'attaque de Soprasasso, c'est-à-dire juste avant l'attaque de Castello Nuovo, le capitaine Raoul, une fois de plus, surprend beaucoup ici par sa capacité à raconter, à vous relater ce qui s'est passé lorsqu'il décrit une attaque de la force expéditionnaire brésilienne, en harmonie avec une équipe d'attaque composée de l'infanterie et d'éléments du génie, avançant ensemble, travaillant en collaboration. Pour la première fois, c'était au début du mois de mars 1945, afin de pouvoir prendre l'un des versants du Morro do Soprasasso. Et là, vous avez cette superbe description des soldats utilisant des bazookas pour neutraliser les mitrailleuses allemandes, et les soldats du génie ouvraient la voie à travers les champs en retirant les mines et en tendant des cordes blanches pour guider les soldats de l'infanterie à travers ce chemin extrêmement dangereux. Ils prennent la position sans aucune perte fatale. Et puis il y a l'offensive du printemps, vue cette fois-ci à travers les yeux du génie, qui est maintenant totalement en phase avec la guerre moderne. Le capitaine Raoul raconte avoir suivi un cours avec le génie des États-Unis, fin mars 1945. Et les Américains ont démontré l'utilisation des bulldozers blindés qui permettèrent à l'opérateur de dégager les routes sous le feu ennemi. À ce moment, les compagnies du génie de la force expéditionnaire brésilienne n'avaient en tête que des bulldozers Caterpillar Decept non blindés. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis et mettez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je m'arrête ici. Merci encore pour votre fidélité et chaleureuse accolade de la salle de guerre.